Un nouveau sujet qui est la disruption de nos métiers à nous qu'on connaissait bien, des SS2I et de tous les métiers de l'informatique. J'ai le plaisir d'inviter Vincent Huguet, qui est le patron de Malte, fondateur. Vous pouvez l'applaudir. Vincent a monté la plus grosse plateforme de freelance indépendant en France. Avec 85 000, je crois, freelance aujourd'hui, un peu en présent en Espagne déjà. Et explique-nous un peu le concept. Écoute, déjà merci pour l'invitation. Dépêche Mode hier, c'était génial. Le festival est extraordinaire. Et on sent qu'il y a une équipe, il y a beaucoup d'humains derrière. Le thème aussi de cette année, visiblement, c'est Humans for Coding. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que tout simplement, on permet des entreprises de trouver ces humains, justement, qui vont les aider dans leurs projets digitaux. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, que demain, il n'y aura plus besoin de personnes. Je ne crois pas du tout à ça. Et la réalité, c'est qu'on revient même de certaines choses. On était parti il y a certaines années sur de l'offshoring, où on se disait un développeur, c'est quelqu'un qui on va envoyer une tâche qui va faire très simplement et à bas prix en Inde. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'on voit. C'est plutôt une explosion de ces nouveaux artisans qui sont des freelances. Et effectivement, sur notre plateforme, on en a 85 000 sur différents métiers, développeurs, graphistes, UX designers, SEO, etc. Et avec en face 10 000 entreprises clientes. Ça va de petites startups, de PME, jusqu'à 70% des entreprises du CAC 40 qui commencent avec nous, qui commencent à travailler avec nous. Là, tu touches les métiers de l'informatique. Ça pourrait concerner tous les métiers demain. Et pourquoi ce statut du freelance, finalement, se développe auprès de jeunes qui, jusqu'à il y a encore quelques années, rêvaient d'un CDI et qui, aujourd'hui, n'en veulent plus? Alors, je ne crois pas au statut où demain tout le monde freelance. Je pense qu'on aura un monde plus hybride, ça c'est sûr. Je pense aussi que d'ailleurs on ne sera pas que salarié ou que freelance, on fera peut-être un peu des deux. Nous-mêmes dans notre entreprise, on est 70, on a 70 salariés avec des BSPCE, on a envie de les retenir, on a envie qu'ils soient là sur du long terme. Donc je pense qu'on est sur un monde qui va être un peu différent. Alors pourquoi il y en a de plus en plus ? Je pense qu'il y a pas mal de raisons. La première, c'est que les entreprises travaillent de plus en plus en mode projet. Donc elles sont prêtes à ça, à se dire, voilà, je vais prendre quelqu'un sur 6 mois et j'en ai pas besoin tout le temps. La deuxième, c'est la pénurie, la pénurie sur le monde du travail. Hein. Il y a une vraie guerre des talents. La troisième, c'est une génération qui arrive sur le marché du travail qui est en recherche d'autonomie. Peut-être parce qu'ils ont entendu dans leurs études, de toute façon, vous allez enchaîner les stages, les CDD, ce qui n'est pas faux. Hein. Il y a peu de création d'emplois en CDI en France aujourd'hui. Et donc, ils se sont dit, je vais me mettre dans une logique active par rapport à tout ça, au lieu de le subir. Je vais moi-même me créer mon propre emploi et moi-même devenir freelance et choisir surtout mes missions. Et puis la dernière raison peut-être, c'est qu'il y a des plateformes comme la nôtre qui permettent en fait d'avoir les gens, c'est nous, ils ont un profil sur LinkedIn, un profil pour leur vie professionnelle générale, et puis lorsqu'ils sont freelance, ils ont un profil sur Malte. Et en fait, Malte fait pour eux toute la partie qu'un développeur ou un designer n'a pas envie de faire, c'est-à-dire le démarchage, la facturation, le paiement. Donc c'est beaucoup plus simple de se lancer. Certains sont d'ailleurs salariés et testent ça un petit peu à côté. Ils voient que ça marche et après ils passent 100% freelance. Ça veut dire que c'est vraiment la disruption des SS2I ou des ESN, comme on dit maintenant, ou c'est complémentaire? C'est quoi le positionnement du coup? Oui, en partie. Alors, distribution, c'est toujours négatif. Moi, je crois que le monde, le gâteau est un peu en train de grossir. Toutes les entreprises, on le voit, sont en train de faire cette fameuse transformation digitale. Maintenant, c'est vrai que dans le monde des ESN, c'est un marché énorme. C'est 35 milliards en France, 300 milliards en Europe. Il y en a 35 000 d'ailleurs en France. Il y en a des très grosses qu'on connaît tous, les Atos, les Capgemini, les IBM, etc. Et il y a des ESN spécialisés qui prennent un projet dans sa totalité. Et je pense que la valeur demain sera de la coordination de projet. En revanche, l'ESN petite ou moyenne, voire certaines grosses, qui ne font que le passe-place, c'est-à-dire le body shopping, recruter quelqu'un ou prendre un freelance pour le revendre, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Un système de plateforme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus transparent et plus simple et moins coûteux pour tout le monde, pour les entreprises et pour les freelances. L'essentiel des freelances que tu as, ce sont des gens qui travaillent à temps plein sur ta plateforme, ou c'est des gens qui sont salariés dans des SS2I traditionnels ou dans des web agencies qui complètent leurs revenus par ça?
La grande majorité à temps plein, c'est des professionnels, c'est des chefs d'entreprise. Parfois, ils commencent avec un statut de type auto-entrepreneur, mais rapidement, au-delà de 32 000 euros, ils doivent passer sur une vraie création d'entreprise. Ces gens qui sont à temps plein pour une raison simple, c'est que les entreprises qui sont en face, qui sont leurs clients, ont besoin d'eux sur du temps plein. Peut-être pas sur des années, mais sur un projet qui va durer même 15 jours ou 3 semaines, ils ont besoin d'eux tout le temps. Alors ensuite, on a, comme je le disais, effectivement certains salariés, c'est 10% à peu près, qui se testent, qui font ça à côté. Ça peut être un graphiste qui travaille en agence, qui le soir, le week-end, prend du temps pour faire des petites choses. Donc là, on va s'adresser plutôt à des petites entreprises. Mais dans le cas des grandes entreprises, en particulier, et surtout les très grandes, lorsqu'on parle des entreprises du CAC, c'est des freelances qui sont pas... D'ailleurs, faut sortir l'image du freelance, le mec en Thaïlande sur la plage en train de bosser. C'est pas du tout ça. Un freelance, il va travailler le plus souvent, dans notre cas, dans les locaux de l'entreprise. Donc oui, ils sont à temps plein. Et ça veut dire qu'en termes de management, parce que comme tu disais, une SS2I, elle fournit une équipe projet avec des gens derrière. Ça s'adresse donc à des entreprises qui sont capables de manager et d'encadrer ces freelances. La plupart du temps, oui. Et je pense que la transformation digitale, en fait, c'est un mot peut-être un peu compliqué pour dire quelque chose de simple. C'est que un retailer, par exemple, je sais pas, un Carrefour, historiquement, pour lui, l'IT, c'était une black box, c'est-à-dire c'était pas son métier. Et donc, il se consacrait sur son métier, sur son core business. Il donnait à, on va dire, IBM la totalité de la partie IT. Aujourd'hui, ça devient tellement important pour Carrefour, mais pour une entreprise de 15 personnes, que finalement, on réinternalise une partie de ses compétences, et en particulier le management de ces projets. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus des gens qui maîtrisent d'une certaine façon le digital, qui savent coordonner des projets dans les entreprises, y compris des PME, et qui vont chercher les talents un peu à la carte. Avant, on travaillait un peu menu, et maintenant, on va travailler un peu plus à la carte. D'un point de vue juridique, là, on a vu ce qui s'est passé avec Uber et d'autres métiers indépendants, j'ai envie de dire. C'est quoi le risque qu'a aujourd'hui le freelance en termes de requalification, et puis le risque pour l'entreprise également ? Alors le freelance, il en a peu déjà. Les freelances, alors nous on fait une étude chaque année. Il faut voir que là aussi, il y a encore quelques années, il y avait une image de je suis freelance. Enfin, on croyait que les freelances l'étaient parce qu'ils n'avaient pas trouvé de job, pas trouvé de CDI. En fait, c'est totalement faux. Hein. Nous, c'est 90% des freelances de notre communauté qui ont choisi ce statut. C'est même 97% si on prend les développeurs. C'est un marché totalement pénurique, donc c'est des gens au contraire qui ont le choix et à choisir, ils préfèrent l'autonomie, ils préfèrent encore une fois choisir leur mission. Donc c'est des chefs d'entreprise qui se mettent à disposition, c'est un fournisseur, un prestataire, il se met à disposition d'une entreprise. Donc il y a très peu de risques. Au contraire, il y a plus de risques lorsqu'on va avoir un consultant qui a été envoyé sur une mission sans choisir et qui, au bout de 2 ans, se dit moi, je préfère être employé de Arkea plutôt qu'employé de l'entreprise plus petite X. Là, on n'a pas ce problème parce que, encore une fois, il se met à disposition et puis via une plateforme comme la nôtre, on a énormément de data. La personne a des visites sur son profil, est contactée, donc la requalification existe lorsque cette personne est dépendante d'une entreprise. Là, dans ce cas-là, on peut prouver très facilement qu'il n'y en a pas. Tu as fait une levée de fonds là, il y a peu de temps, 5 millions je crois. Ouais, 1 an et demi déjà. Ouais. 1 an et demi. T'es break-even aujourd'hui, tu as trouvé ton modèle économique. On n'est pas break-even parce qu'on le choisit, sinon effectivement on ne ferait pas des levées de fonds. Enfin, on aurait pu se mettre en situation de l'être. On a clairement un modèle économique et on dégage des revenus sur chaque mission que l'on fait. Maintenant, on choisit le modèle de croissance, donc on a levé des fonds il y a 1 an et demi, effectivement auprès d'Isaïe et de Serena. On va refaire, je pense, une levée de fonds dans les mois qui viennent, dans une logique de croissance et d'agressivité. En particulier, tu as parlé de l'Espagne. On a lancé l'Espagne en novembre dernier et on espère lancer l'Allemagne et les Pays-Bas, qui sont des marchés énormes. Et pour ça, il faut des sous l'année prochaine. Et culturellement, cette culture-là de devenir freelance, de liberté ou de choix de vie, c'est la même qu'on soit en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre ? Écoute, ça reste à voir. C'est-à-dire que nous, on y va pays par pays. On ne s'est pas précipité sur l'internationalisation. On est allé en Espagne. En Espagne, je pense qu'on est sur un marché un peu moins avancé. On est encore sur ce que je disais, c'est-à-dire cette image du moins de je fais ça parce que par défaut. Et le chiffre que je donnais de 90% en France, c'est 75% en Espagne. En revanche, aux Pays-Bas, il y a une très très forte culture
d'indépendance, de télétravail. C'est là-bas qu'ont été développés les premiers coworking. Il y a beaucoup de culture du temps partiel pour d'autres raisons. Donc au contraire, ils sont très très avancés sur ces sujets. D'accord. Alors, question du public. Pourquoi Malte? Avant, c'était Upwork. Pourquoi c'est Malte maintenant? C'est mieux, non? Je sais pas, ça veut dire quelque chose? Pas forcément. En fait, on a changé au moment de partir en Espagne. Upwork commençait à être effectivement une marque assez connue, mais on a pris le risque de faire ce changement. En fait, on a travaillé beaucoup ça en interne avec des freelances aussi. Et puis, à un moment, je me souviens d'une réunion où je leur ai dit on va réfléchir pas en essayant d'avoir une marque descriptive, ce que je trouve beaucoup de startups d'ailleurs ont ou essayent d'avoir au début, donc ça fait des noms pas forcément très jolis ou difficiles à retenir, mais une marque qui vraiment nous plaît dans la sonorité, comme si on lançait un groupe de rock, on s'appellerait pas je sais pas quoi. Donc on est tombé sur cette marque qui est finalement courte, qui fonctionne dans toutes les langues et qui se décline et sur laquelle on a pu racheter tous les domaines principaux. Donc ça nous a plu. Et puis derrière, je pense ce jour-là en réunion, on devait être en train de boire une bière, donc ça peut-être ça nous a inspiré. Quand tu parles de réunion avec boire une bière, moi j'ai une question sur le quid de la culture d'entreprise. Comment on fait pour garder une culture d'entreprise avec des freelances qui sont des zappeurs ou qui passent d'entreprise en entreprise? Nous, on a. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que donc on est 70. On a eu depuis 5 ans qu'on existe à peu près une dizaine, 11 départs, je crois. Sur les 11, c'est 10 qui sont mis en freelance. Donc, en fait, je pense qu'on a une culture très forte où voilà, ils se sentent bien dans l'entreprise. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de boîtes, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont très envie aujourd'hui de quitter le monde de l'entreprise au sens large. Pour se lancer. Maintenant, je pense qu'il y a des choses à inventer. Je vois des entreprises, même très grosses, en discutant avec des Orange, par exemple, qui réfléchissent à donner, et je pense que ça peut être très disruptif, ça peut être une prise de risque, a priori, pour les chefs d'entreprise que vous êtes, mais demain, imaginez que vous dites à vos employés, sur 5 jours, vous gardez 1 jour pour faire du freelancing parce que vous allez vous nourrir, parce que justement, vous allez vouloir rester chez moi et parce que vous allez apprendre des choses ailleurs qui vont nourrir mon entreprise. Je pense qu'il y a des nouveaux modèles à inventer comme ça qui peuvent au contraire être intéressants pour l'entreprise dans laquelle la personne est salariée. Une question intéressante sur le fait qu'on voit bien que nos métiers numériques sont en phase de pénurie quasiment partout, que du coup il y a une sorte de surenchère assez naturelle et que finalement être freelance c'est une sorte de garantie aujourd'hui de revenus assez facile. C'est vrai aussi dans des moments où le marché est moins tendu. On a peu de recul. Maintenant, je pense que c'est un peu... c'est comme tu parlais de Uber, tu parlais de Airbnb, je pense que les choses ne peuvent pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'une fois que les gens y ont goûté, c'est un peu difficile. C'est comme dire que demain, oui, ce sera peut-être plus difficile pendant un moment de lever des fonds, de créer des entreprises. Il y en aura peut-être un tout petit peu moins, mais je pense que cette envie d'entrepreneuriat, elle est là, elle ne va pas changer. Je crois que c'est pareil pour le freelancing. Et dernière question, en termes d'accompagnement, si on se dit qu'on a une entreprise qui veut faire appel à des freelances, elle a un projet à exécuter, vous accompagnez cette entreprise pour trouver le bon freelance, en tout cas pour savoir quelle nature de métier elle a besoin pour avancer. On parle du UX designer, on parle de marketeur, on parle de développeur, de différentes technologies. Moi j'ai vu sur Malte, tu as des spécialistes par verticaux technologiques, donc l'entreprise elle n'est pas forcément capable de savoir si elle doit faire du Node, du Laravel, du Symfony ou autre chose. Bien sûr, on a beaucoup de clients, la plupart d'ailleurs, qui nous utilisent en self-service. À partir du moment où, comme je disais, on a 10 000 clients, on en a 2000 qui sont des entreprises de 50 et plus employés. Et à partir du moment où l'entreprise grossit, ça peut être 10, ça peut être 20 employés, elle a besoin de plus en plus de services, de conseils, d'accompagnement, d'être sécurisée aussi dans toute la partie paiement, contractualisation de ce qu'elle fait avec le freelance. Donc nous, on a une vingtaine d'account managers, une moitié qui sont des account managers sur notre cible PME et l'autre moitié sur la partie grand compte. Et plus l'entreprise est grande, enfin on a des très très gros clients, évidemment on les laisse pas tout seuls, on forme leurs équipes, on leur explique comment travailler avec des freelances, on les aide dans les recherches pour trouver, même si le moteur de recherche est super simple à utiliser, ça s'utilise comme un Airbnb, on a besoin toujours là aussi d'accompagnement humain.
Dernière question, freelancing ou transformation des ESN, est-ce que finalement les ESN demain, elles vont pas faire ton métier, ça, grosso modo, proposer aux entreprises cette phase conseil là d'accompagnement et agréger quelque part des compétences externes? Non, mais elles le font déjà. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, la plupart des talents, encore une fois, et les meilleurs, par exemple développeurs, sont de plus en plus en freelance parce qu'ils ont le choix de pouvoir le faire. Donc c'est très simple pour eux. Donc ils sont obligés effectivement de faire ce revente, comme je disais, de freelance. Mais c'est là où, pour le coup, on rentre dans des sujets juridiques compliqués. On a des coûts de structure au milieu, on a des coûts d'intermédiation plus importants, on a une certaine opacité. Donc ce modèle, je pense, c'est pas vers là qu'elles vont aller. Et quand on discute avec les plus grandes SS2I, je parlais de Capgemini avec lequel on travaille sur un partenariat. Capgemini, son rôle, c'est de coordonner les gros projets. Et c'est là où il est très fort. Et nous, on ne saura jamais le faire. En revanche, staffer les freelances, on sait beaucoup mieux le faire qu'eux, parce qu'on en a 85 000, parce qu'il y en a 3 000 tous les mois qui s'inscrivent, et chaque semaine, des centaines qui s'actualisent et dont on connaît la disponibilité. Merci beaucoup, Vincent. Merci.